Le Burkina Faso, dans le contexte des attaques djihadistes, l'opposition juge que le président Kaboré a fait reculer le pays. Nous en parlons tout à l'heure. On évoquera également le Soudan. Khartoum réchigne à l'idée de livrer Béchir à la haie. Et puis les États-Unis, face à la colère anti-raciste, Donald Trump lance une réforme de la police. Voilà nos sujets ce soir avec Maître Éric Emmanuel Sosa. Bonsoir, Maître Sosa. Bonsoir, Samuel Nyaoui. L'opposition burkinabé a accusé mardi lors d'un point de presse le président Roch-Marc Christian Kaboré d'avoir fait reculer le Burkina Faso en proie à une multiplication des attaques djihadistes, lui demandant de ne pas solliciter un second mandat lors de la présidentielle de novembre. L'opposition a également demandé la démission du maire de Ouagadougou, Armand Pierre Béoundé, membre du parti présidentiel, en raison de son implication présumée dans une affaire de corruption portant sur un achat de véhicules au profit de la municipalité. Mais tout ça, le ton qu'adopte l'opposition burkinabé est quand même compréhensible. En 5 ans de mandature pour Roch-Marc Christian Kaboré, on a l'impression que chaque jour que Dieu fait ne fait qu'en rajouter à la crise sécuritaire. Eh bien, alors je pense que quand il s'agit de ces choses-là, il faut faire preuve de beaucoup de prudence et de mesure dans le propos critique, qui est tout à fait légitime dans le cadre d'un combat politique. Mais c'est souvent irresponsable. Parce que ceux qui disent cela, quelle garantie avons-nous que quand ils seront aux affaires, et parce que eux seront élus, les djihadistes vont arrêter comme par enchantement leurs opérations au Burkina Faso? Ce qui se passe dépasse le Burkina Faso. Il y a beaucoup de pays qui sont concernés par ce phénomène qui est nouveau et qui, malheureusement, est là pour durer parce qu'on n'arrive pas à trouver les moyens de l'éradiquer. Au Mali, au Niger voisin, le phénomène s'accentue. On ne le voit pas accuser un ressac encourageant. Alors que des hommes politiques profèrent des propos de cette nature me paraît irresponsable parce que on a l'impression que ils sont en train de jouer l'opportunité du calendrier. Pendant que eux étaient là, ils faisaient tellement peur aux djihadistes qu'ils n'osaient pas attaquer. Et maintenant qu'ils sont partis, les djihadistes sont plus enhardis. Mais attendez, c'est la même armée quand même. Elle n'a pas changé dans son effectif. On a changé un peu l'encadrement, on a lissé les choses, on a complètement mis à néant un régiment, mais c'était un régiment qui était voué à la protection du seul président de la République, les respects. Alors, dire aujourd'hui que Georges-Marc Christian Kaboré est incompétent ou qu'il ne devrait pas briguer un deuxième mandat parce que sur le plan sécuritaire, son mandat et son bilan est négatif, je trouve que c'est un peu prétentieux de leur part et je ne souhaite pas, ni à eux, ni à Roch-Marc Christian Kaboré, que sa politique échoue, la politique sécuritaire échoue, et que ce phénomène du djihadisme continue sa propension. Parce que c'est quelque chose qui a surpris tout le monde. Si la recette pour sécuriser le pays était si facile, s'ils aiment tant le pays, qu'ils proposent alors leur service, et s'ils ont un savoir-faire différent, qu'ils proposent leur service par amour du pays et par patriotisme à celui qui est là en ce moment, plutôt que de demander son départ à la fin de son mandat, parce que bon, quand eux seront là seulement, le peuple burkinabé trouvera la paix et la sécurité. C'est pas tout à fait acceptable. On ne peut pas non plus occulter les 2000 burkinabés morts dans le terrorisme, les 4000 écoles qui sont fermées, le tiers du territoire qui est contrôlé par des terroristes. Il y a un responsable pour tout cela. Écoutez, souvenez-vous quand même le phénomène Boko Haram. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas déployé comme force? Il y a eu même des forces coalisées entre le Cameroun, le Tchad et le Nigeria. L'état-major s'est déplacé pour aller s'installer à Maïdougouri. Et pourtant, ils ont continué pendant longtemps. Combien de morts au Nigeria?
Alors, est-ce que c'est parce que Bouhari est incompétent? Ou est-ce que c'est parce que peut-être nous avons affaire à un phénomène qui surprend partout? C'est-à-dire que les terroristes, ils ne vous préviennent pas. Il n'y a pas une zone définie où ils sévissent et une zone qui est immune. Ils peuvent frapper partout. On l'a vu même dans les pays les mieux protégés. Bon. Mais ils n'ont pas peur parce que vous avez amassé plusieurs bataillons ou des escadrons quelque part. Regardez, la dernière fois au Niger, à côté, cela s'est passé. Sur une route, ils ont traversé plus de 400 km pour aller frapper et repartir. Est-ce que l'armée nigérienne est incompétente? Il faut en déduire que le président Issifou ne fait pas le job et que sur le plan sécuritaire, il a échoué? Non. Il faut faire attention quand on dit cela. Et malheur à eux, si jamais, parce qu'il faut souhaiter que l'alternance soit le rythme normal. On respire, on expire. Bon, le rythme normal des choses et que le pouvoir leur échoue. Et bien quand ils y seront, j'aimerais pas qu'une seule fois il y ait des bombes qui explosent, pas une seule fois qu'on attaque une caserne ou qu'un gendarme ou un militaire meurt sous les coups de boutoir des terroristes. Sauf qu'on est dans un pays où on a eu un régime qui avait fait 27 ans et qui assurait ne serait-ce que le minimum, c'est-à-dire la paix. Mais attendez, la coïncidence est quand même fâcheuse. Et certains sont allés jusqu'à dire que probablement que le sortant, Blaise Compaoré, est en train d'activer les gens pour semer le chaos, pour le faire regretter. Ben, ceux qui le disent n'ont pas tort si les gens qui le soutiennent tiennent ce genre de propos, en disant quand nous étions là, il y avait la paix. Quelle recette ils avaient pour instaurer la paix? C'est pas parce qu'ils n'étaient pas attaqués qu'ils étaient compétents. Mais la paix était là quand même, parce que après tout, quel que soit le prix, il y avait la paix. Mais attendez, ce n'est pas parce que une guerre s'est déclenchée pendant que vous êtes là que l'autre a assuré la paix. Vous avez gagné la guerre. D'accord? Enfin, on vous a déclaré à vous la guerre. Mais lui, c'est pas parce qu'on ne lui a pas déclaré la guerre qu'il a assuré la paix. La paix n'est pas de son fait. Parce que s'il y avait eu le même phénomène qui a existé quand il était au pouvoir, on aurait pu voir ce qu'il aurait fait. Mais tout montrait quand même que Compaoré avait une méthode, savait discuter avec ces gens et des révélations ont laissé entendre. D'accord, alors s'il savait discuter avec eux, alors à ce moment-là, et c'est ce que je dis toujours, c'est pas lui-même qui menait les discussions, n'est-ce pas? Donc les cadres, les grands comités d'État qui faisaient le job, les intermédiaires entre les terroristes et le pouvoir, ils n'ont pas disparu. Je dis qu'ils vendent leur savoir-faire par amour du pays, par amour de leurs compatriotes, à Roch-Marc Christian Caboret, et on verra ce que ça donnera, plutôt que d'être là et de critiquer. Mais ça serait quand même osé pour Caboret de se représenter à un second mandat et de faire campagne, par exemple, sur la lutte contre le terrorisme, quand on voit l'échec cuisant de ces 5 ans. Bon, alors, s'il suffisait de cela pour qu'un président soit bon ou mauvais, je pense que beaucoup de présidents devraient très vite rendre le tablier. D'accord? Parce que, écoutez... C'est entre autres sur ces questions, par exemple, qu'on demande aussi le départ d'Ibeka au Mali. Et d'autres raisons encore. Mais non, le phénomène n'est pas imputable à Ibeka. Non, ce serait malhonnête de dire cela. Parce que vous avez une classe politique qui utilise ce genre d'argument qui, pour moi, est empreint de bassesse, inacceptable, ne rend pas service à la conscience nationale et ne rend pas service au sens civique que l'on doit avoir. Parce que, non, mais attendez, on va dire qu'il y a une méthode qui permet de prévoir quand les terroristes vont frapper. Parce qu'on a des services de renseignement beaucoup plus affûtés quand un est au pouvoir et pas l'autre. Mais non, les militaires n'ont qu'à faire leur travail, c'est un travail technique. Ils n'ont pas à se mêler de politique. Sauf que la question militaire même, elle se pose sous un autre angle parce qu'on a une armée qui est sous-équipée, qui est mal entraînée. Et ça aussi, il y a un chef suprême des armées qui porte la responsabilité très bien. de cela. Alors, si également. vous portez la chose de ce point de vue-là, oui, je vous dirais, effectivement, le problème du sous-équipement, de l'incompétence technique, opérationnelle de nos armées se pose.
Je dis pas de l'armée burkinabé, de Oui. toutes nos armées. Attendez, prenez tous les pays africains de la côte ouest. S'il y a une attaque djihadiste dans tous ces pays-là, on aura le même phénomène. Aucun n'est suffisamment compétent, n'est suffisamment équipé et préparé pour répondre adéquatement à ce genre de violence qui est d'un genre nouveau. Il faut bien l'admettre et chercher des techniques nouvelles pour les combattre. Pas être derrière un micro et faire des ramin agrobis à longueur de temps en disant nous, quand on viendra, vous verrez ce qu'on va faire parce que nous, on est les plus gros bras, on connaît des méthodes pour dissuader et faire peur aux terroristes. Ça n'existe pas. Les hommes politiques qui parlent comme ça sont des démagogies, enfin des démagogues, et il faut absolument éradiquer ce genre de discours démagogique dans la sphère politique. Non, on ne peut pas, pour des fins électorales, proférer ce genre de choses. C'est prétentieux, c'est péremptoire, et en tout cas, ce n'est pas frappé au coin du bon sens. Mais il va de soi quand même que sur ce bilan sécuritaire, Roch Marc Christian Kaboré n'est pas très bien parti pour solliciter un second mandat. Parce que tout l'enjeu de la prochaine présidentielle va se jouer là-bas. Bon, alors, écoutez, ça, je ne sais pas comment lui-même considère la chose. Il faut lui laisser au moins le bénéfice du doute, parce que je ne suis pas sûr que les autres en face ont un programme sécuritaire beaucoup plus convaincant. Voyez ? Et il ne faut pas jouer à ce jeu-là. Il ne faut pas faire peur aux gens. Il ne faut pas se faire élire sur la peur qu'on provoque en disant attention, si vous le réalisez, vous allez avoir encore ce que vous avez maintenant. C'est tout à fait malhonnête. Non, parce que c'est aussi ça le problème. C'est invendable. Aussi, hein. Oui, c'est invendable. Il surfe sur l'échec de son adversaire. C'est ça le politique aussi. Non, écoutez, entendons-nous bien. S'il s'agissait de problèmes d'infrastructures, d'écoles ou de santé publique, je dirais oui, effectivement, il y a un échec. Mais là, nous sommes vraiment au cœur d'une préoccupation qui, pour moi, a une valeur philosophique. Assurer la paix et la sûreté publique. Ça, vous savez, il ne suffit pas de faire des discours pour que ce soit une réalité. Parce que d'autres réalités en face font que on veut bien, mais on n'y arrive pas. Et quand on n'y arrive pas, il faut arrêter de dire quand nous on sera là, quoi, ils vont transformer tous les Burkinabés en fantassins, en militaires. Ils vont décréter un service militaire général. Hommes, femmes du pays, tous les valides vont prendre des armes pour aller combattre les terroristes. C'est ça leur programme, alors qu'ils ne le disent. S'ils ont une recette magique, ils ont le droit aussi de la proposer, mais pas d'être là à dire attendez, qui s'écarte et quand on viendra, vous verrez. Ça aussi, c'est complètement faux, et c'est pour ça que je dis que c'est irresponsable et c'est démagogique. Second sujet, c'est le Soudan. Nous parlons de Khartoum et la probabilité d'une extradition de Béchir à La Haye, l'extradition de l'ex-président soudanais Omar el-Béchir vers la Cour pénale internationale qui l'accuse de crimes de guerre au Darfour n'est pas nécessaire. C'est ce qu'a estimé lundi un procureur soudanais. La présence des individus recherchés par la CPI dans ses locaux à La Haye n'est pas requise pour leur jugement, a affirmé le procureur Tagelsir Al-Hebre lors d'une conférence de presse à Khartoum. Monsieur Hebre a évoqué des obstacles juridiques touchant à la souveraineté du Soudan qui compliqueraient, selon lui, l'extradition des prévenus. De toute façon, on avait compris depuis que le Soudan n'allait pas envoyer son ancien président à la CPI. Oui, mais écoutez, ça, je pense qu'on en a débattu suffisamment. La CPI pose beaucoup de problèmes en termes de crédibilité. En ce moment, c'est vrai, il est dit qu'il y a de probables poursuites contre des pays qui sont autres qu'africains. La Russie, Israël, les États-Unis même seraient dans le collimateur du parquet de la CPI. Bon, acceptons-en l'augure. On va voir s'ils vont avoir le même courage et la même détermination que lorsqu'il s'agit de chefs d'État africains. El-Béchir à La Haye ou pas, c'est la question, et la question fait débat depuis très longtemps.
c'est vrai, il ne faut pas uniquement considérer la chose du point de vue de la souveraineté. Il faut considérer la chose du point de vue d'une certaine forme de diplomatie judiciaire, on va dire. Parce qu'en ce moment, on est en train de négocier aussi des accords de paix et il pèse dans la balance l'envoi probable de Béchir à la CPI. Bon, à un moment donné, les arguments politiques vont prédominer et probablement il ira. Je ne serai pas parmi les premiers à regretter que M. El-Béchir soit jugé un jour. Personnellement, je préfère qu'il soit jugé au Soudan, parce que les Soudanais ont fait preuve d'une grande efficacité dans l'avènement de leur transition. Et ce régime de transition en charge de faire les réformes importantes d'État devrait purger le passé et le passif de M. El-Béchir en le jugeant. Je pense que ce serait un acte courageux de leur part. Et ceux qui sont morts sont des Soudanais. Et si on considère que ceux qui sont responsables sont identifiés, qu'on les juge, et là, ce serait vraiment une œuvre de souveraineté. Mais qu'on les juge conformément au droit pénal soudanais, qui, à mon avis, sur beaucoup de plans, est conforme aux standards internationaux. Et dans ce cas, oui, il n'y aura plus rien à redire. Ils ont été jugés conformément aux règles et aux standards internationaux. Et M. El-Béchir est jugé dans son pays pour des crimes qu'il a commis dans son pays contre des citoyens de son pays. On sera tout à fait d'accord et personne n'ira chercher une justice probable à La Haye avec tout ce que ça comporte aujourd'hui d'éléments de contestation psychologique et politique. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, c'est à se demander si les États-Unis ont le droit de dire à Madame Bensouda, si quelqu'un s'avise chez vous à poursuivre un Américain, on lui interdit le droit de voyager aux États-Unis et il va lui en cuire. Si les États-Unis peuvent dire ça, le Soudan a tout à fait le droit de le dire aussi. Vous comprenez? Donc, mêlez-vous de ce qui vous regarde, c'est-à-dire maintenant plus rien. Nous allons nous-mêmes faire la justice chez nous et nous allons la faire correctement et de façon correcte, enfin de façon équitable, impartiale, etc. En nommant des juges compétents pour le faire et en jugeant les gens de façon humaine. Si le Soudan est capable de ça, on n'a pas besoin d'aller à La Haye. Justement, est-ce que le Soudan a suffisamment connu de changements, de mutations structurelles pour pouvoir juger son ancien président? S'ils n'arrivent pas à cela, ils ne peuvent pas assumer dans toutes ses conséquences la transition. La transition, c'est d'abord ça, c'est-à-dire un régime de transition est chargé de faire le sale boulot. Pour ne pas laisser encore les avatars d'un pouvoir déchu hanter ceux qui vont venir dans un cadre politique réformé et nouveau. C'est la raison pour laquelle je dis, ayons ce courage jusqu'au bout. C'est ce que moi j'appelle de mon vœu. Mais bon, maintenant, les hommes politiques soudanais ont peut-être un autre agenda, ils ont peut-être d'autres arguments, mais la transition, celle-là notamment, elle n'a aucune justification si elle fait l'économie de, justement, ce solde politique qui va lui donner l'entièreté du crédit qu'il lui faut. Parce que ça va renforcer plutôt, à mon avis, son pouvoir en tant que pouvoir de transition. Ils ont peur de qui d'autre? De quoi? Mais les propos du procureur Ebre interviennent dans un contexte où un haut responsable des meurtres au niveau du Darfour, notamment Ali Koucheib, a déjà été livré à la CPI. Oui. Et donc, peut-être les Darfouriens pourraient s'en contenter finalement. Oui, je pense que on peut présenter les choses comme ça, parce que sur le plan de la symbolique, El-Béchir représente quand même un capital politique plus important à être jugé au Soudan que ne le serait Koucheib. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle je dis non. Si l'autre est un second couteau et qu'il est parti à La Haye, tant pis ou tant mieux, j'en sais rien. Mais s'agissant
al-Béchir, je pense que c'est beaucoup plus important et plus souhaitable qu'il soit jugé totalement et convenablement au Soudan. Non, vous avez fait tantôt le parallèle avec l'attitude des États-Unis vis-à-vis de la CPI. On reste toujours dans ce schéma d'une sorte de harcèlement sur les dirigeants africains, finalement. Comme l'écrivait une correspondante de RFI, la CPI, c'est le joker des puissances. Oui, absolument. Mais les Africains, c'est parce qu'ils veulent bien se laisser marcher sur les pieds. Écoutez, si vous vivez à genoux, même le nain est géant. Vous voyez, vous avez choisi de vivre à genoux, mais on vous piétinera. C'est ça ce qui se passe. Parce que moi, je ne conçois pas du tout qu'il soit possible pour un pays comme les États-Unis de proférer des menaces contre des juges internationaux qui ont été créés dans le cadre d'une réglementation internationale et surtout pour asseoir un système pénal international. Pourquoi certains pays seraient immunes et d'autres seraient les clients habituels de cette juridiction? Oui, mais si les États-Unis ont cette posture, je peux comprendre que tout le monde ait cette posture en décidant de ne plus envoyer leurs citoyens à La Haye. Et à ce moment-là, ils sont tout à fait légitimes. Troisième et dernier sujet, les États-Unis face à la colère antiraciste. Trump lance une réforme de la police. Le président Donald Trump a tenté mardi 16 juin de répondre au mouvement historique de colère contre les violences policières et le racisme qui secoue les États-Unis. Le président américain a signé un décret ordonnant une réforme partielle et limitée des forces de l'ordre, répétant sa volonté de restaurer la loi et l'ordre, tout en rendant hommage à la douleur des familles des victimes qu'il venait de rencontrer en privé. Le président américain a affirmé qu'il fallait rapprocher la police et les communautés, pas les éloigner. On peut dire que finalement, il commence par comprendre Donald Trump. Oui, finalement, enfin, il commence à comprendre un peu. Et en fin de compte, Donald Trump fait de la politique électorale. Il sait que sa posture initiale était indéfendable et qu'elle pourrait être trop coûteuse électoralement. Ouais. Alors il a décidé de changer de braquet. Bon, oui, c'est vrai, en prenant le rapprochement entre la police et les citoyens plutôt que l'éloignement, là, pour une fois, il fait montre de sagesse présidentielle. Et on peut au moins, là-dessus, lui donner des satisfecits. C'est ce qu'on attend d'un président, notamment. C'est d'avoir des propos qui apaisent. Et cette fois-là, il les a tenus, même si les fondements pour lesquels il les a tenus sont à jauger à l'aune de l'élection à venir. Mais bon, c'est un fait. Donnons-lui ce crédit. Mais le problème de M. Trump, c'est qu'il oppose l'ordre à la justice. Oui. Les autres disent nous voulons la justice, lui dit moi je veux de l'ordre. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à s'entendre entre eux. Donc maintenant, il faut bien qu'on comprenne une chose, hein. La police est essentielle. Vous savez, dans une appellation tout à fait évocatrice, on dit les gardiens de la paix. Oui. Vous voyez, c'est bien ce que ça veut dire. Les policiers sont les gardiens de la paix. Donc, un pays ou une société qui n'aurait pas de police est une société qui est vouée au chaos. Ça, c'est la palissade. Donc, il faut organiser la police, lui donner les moyens de son ambition, c'est-à-dire permettre une paix durable et efficiente tous les jours. D'accord ? Sur le territoire qui lui est assigné. Mais on dit les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, c'est justement le prolongement de la loi et de la justice. Les lois sont édictées pour être respectées, mais si la nature humaine était spontanément obédiente, il n'y aurait pas besoin de policiers. C'est la peur du gendarme qui fait que parfois nous dormons tranquilles. Donc, la nature humaine étant ce qu'elle est, il faut qu'il y ait des forces de police suffisamment équipées, suffisamment entraînées pour assurer l'ordre et la paix. Maintenant,
il arrive que la police déborde, abuse de ses forces et piétine le droit des gens. On ne peut pas, sous prétexte d'avoir de l'ordre, leur accorder immunité. Ce serait, à ce moment-là, opposer la société à ceux qui devraient, normalement, dont le métier est de la protéger. C'est pour ça que, dans la formation de la police, il y a la notion de la force idoine. C'est-à-dire l'usage de la force strictement nécessaire pour s'assurer de la personne qui est visée par une enquête, qui est la cible d'une arrestation. Et il faut qu'il y ait pour chaque arrestation une cause préalable. Une cause qui est pénalement justifiable. Si elle n'existe pas, c'est un délit de faciès. Si elle n'existe pas, c'est du harcèlement policier. Tout ça doit faire partie du corpus de la formation des policiers et on doit leur donner les moyens. Les moyens ne sont pas forcément des moyens létaux, faut qu'on se le dise bien. Mais aux États-Unis, c'est compliqué parce que M. Trump ne peut pas à la fois dire je veux des Américains qui aient le droit d'être armés et je veux des policiers qui n'aient pas le droit d'utiliser leurs armes. Donc, il faut à un moment donné faire preuve de cohérence dans ce qu'on veut. Le problème semble en tout cas être plus compliqué au niveau des États-Unis. On l'a vu rapidement. La France a pris la mesure de la chose. On a interdit une technique comme celle dite du plaquage ventral. Oui. Les États-Unis semblent faire un peu la même chose, mais c'est plus dans l'usage de la force létale que le problème se pose. Et c'est quand cet usage est fait contre l'autre race, finalement. Oui, bon, enfin, l'usage de la force létale, là, dans le cadre de George Floyd, il y avait aucun moyen létal utilisé. Oui. C'est le procédé utilisé par l'agent de police qui l'interpellait qui a été meurtrier. Bon, donc, ça veut dire qu'on peut, sans armes, à main nue, tuer. Oui. Donc ça veut dire qu'on a fait usage d'une force excessive et en l'occurrence totalement abusive jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est ce qui fait que il y a problème et il faut absolument dans les techniques arrêter certaines choses et définir un cadre d'exercice de la violence légitime de la police. Et ce cadre-là doit être défini par une loi nationale. On ne va pas dire que les standards vont changer d'une ville à l'autre parce qu'il y a des polices municipales qui parfois ont des méthodes un peu trop à la western. Maître Sosa, merci beaucoup. Voilà, on marque la pause et c'est Regard croisé qui suit après.